Bonjour les topins qui savent que le cannabis est toxique. Et salut à ceux qui sont convaincus qu'on ne peut pas en mourir. La souris a fait un petit voyage au travers du système digestif d'un homme de 29 ans et vous rapporte les dégâts que le cannabis y a causés. On est prêt ? Top. Ah, c'est n'importe quoi avec le cannabis, toi. De toute manière, on peut même pas faire une overdose. C'est la preuve que c'est pas toxique, tout le monde sait ça. Oui, Farid, c'est vrai. Il est presque impossible de faire une overdose de cannabis. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Ici, on parle de la consommation sur le long terme et des maladies chroniques que ça engendre. Quand tu dis que c'est impossible, ça veut dire que quelqu'un est mort du cannabis ? Enfin, d'une overdose ? Exactement. Mais c'est un cas isolé et extrêmement rare. Tu veux quelques détails là-dessus ? Ah, franchement, je suis curieux. Alors, en effet, un de mes confrères a admis un bébé de 11 mois qui est mort des suites d'une intoxication au cannabis. L'incident a lieu au Colorado en 2015, 2 ans après que la consommation récréative du cannabis ait été légalisée. L'enfant a été admis aux urgences des suites d'une crise de convulsion et a dû être intubé. Les médecins ont très vite constaté que son activité cardiaque s'amenuisait et n'ont rien pu faire pour relancer le petit cœur de cet enfant. Un des premiers réflexes fut de prélever l'urine et le sang du bébé. Les tests ont indiqué très clairement la présence de cannabis. Voilà Farid. Le docteur Maboul vient de te décrire la première mort pédiatrique associée à la consommation de cannabis. C'est ici l'exception qui confirme la règle. Alors, à l'avenir, essayons de ne jamais dire jamais. Mais concentrons-nous plutôt sur ce qui tue et fait souffrir à grande échelle. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit du syndrome d'hyper-MS cannabinoïde qu'on appellera SHC tout au long de ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas clinique pour lequel on a une multitude de données que j'ai extrait d'une vidéo sur YouTube, lien en description. Alors, des jeunes médecins guyanais nous parlent de l'admission du patient N, âgé de 29 ans. N se présente aux urgences pour des douleurs abdominales accompagnées de vomissements. Il localise ses douleurs sur son flanc droit. N est allé ce matin à la selle, rien à signaler, pas de constipation, ni de diarrhée, pas de fièvre. C'est la première fois que le patient ressent une telle douleur. N a un antécédent de colique néphrétique qui remonte à 1 an et qui fera sens lorsque le diagnostic sera posé. L'examen clinique rend les jeunes médecins très perplexes. Il faut garder en tête que le cannabis n'est pas encore assez l'objet de prévention. Et même les professionnels de la santé ne savent pas le dénicher lorsqu'il se cache derrière une douleur inexpliquée. N est hémodynamiquement stable, c'est-à-dire que le débit, la pression et la vitesse de circulation de son sang sont normaux. Son abdomen ne présente pas de raideur, pas de masse. Son ECG, électrocardiogramme, est normal et les bandelettes urinaires n'indiquent rien de négatif. Nos jeunes médecins doivent donc formuler des hypothèses avant de pouvoir poser un diagnostic. On essaie d'écarter l'appendicite. On pense d'abord à une colique néphrétique, au vu des antécédents du patient, ainsi qu'une colique hépatique. Premièrement, on va essayer d'intervenir sur la douleur par palier. On commence par le paracétamol et on monte en intensité jusqu'à la morphine. Vous voyez ? On ne parle pas d'un petit mal de bide. Pour soulager les nausées et les vomissements, on utilise le médicament de référence, le Primperan, sans réelle efficacité. En parallèle, on essaye de réhydrater le patient. Devant leur impuissance face aux symptômes, nos jeunes médecins sont acculés et ils doivent commencer à explorer d'autres pistes, comme celle des narcotiques, par exemple. Monsieur, consommez-vous des drogues ? Oui. Quel type de drogue ? Je fume du cannabis tous les jours depuis une dizaine d'années. Et voilà. Nos médecins ont enfin mis le doigt sur ce qui amène Monsieur N, 29 ans, aux urgences. Mais n'allez pas croire que poser le diagnostic veut dire qu'on va trouver une solution. Ça va être bien plus compliqué que ça et ça dépendra quasi exclusivement du patient et de sa volonté de s'en sortir. Cette saison dans les Kardashians, j'ai hâte que les gens voient ce nouveau chapitre. En direct de New York. 3, 2,
Je suis Kim Kardashian West et je vais animer... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles peuvent me dégoûter, ces Kardashians. Ces espèces de vampires du show business, là. Des vampires, c'est quoi le rapport entre Kardashian et Dracula? Bah, elles doivent sucer pour survivre. Allez, les abrutis, on reprend le podcast. Est-ce que le docteur Maboul peut nous faire un petit topo sur le SHC? Alors, les personnes atteintes du syndrome d'hyper-MS cannabinoïde ou SHC ont des nausées et des douleurs abdominales persistantes qui peuvent entraîner des vomissements fréquents et répétitifs et une drastique perte de poids. La consommation fréquente du cannabis, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pendant plus d'1 an, peut augmenter le risque d'apparition du SHC. Une fois par semaine? Mais la plupart des potheads que je connais, ils fument tous les jours. Ouais. Et s'ils n'ont pas la génétique de leur côté, ce n'est qu'une question de temps avant que le SHC ne les accable. Mais pourquoi le cannabis a cet effet sur les gens? Alors pour répondre à cette question, Abraham, il faut savoir ce que contient le cannabis et sur quoi il agit. Lorsque vous fumez un joint, le THC qu'il contient vient s'accrocher aux récepteurs cannabinoïdes du cerveau. Parce que oui, nous avons tout un système endocannabinoïde. Notre corps peut produire ses propres cannabinoïdes sans qu'on ne consomme de THC. Par exemple en prenant une douche froide. Toutefois, lorsqu'on consomme quelque chose qui contient de grosses quantités de THC, ce dernier s'accroche au récepteur et va noyer les synapses d'anandamide. C'est ce qui crée le high et cette sensation de paranoïa. Oui, mais quel est le rapport avec l'estomac? J'y arrive, la souris. Il se trouve que les récepteurs cannabinoïdes ne se trouvent pas que dans le cerveau. Il y en a une très grande quantité, un peu partout, surtout dans le système digestif. Et donc consommer du THC va avoir des effets dévastateurs sur votre petit bidon. Je peux lui dire, s'il vous plaît, je peux lui dire? Vas-y, le chat. Alors, ça va inhiber la sécrétion d'acide gastrique, favoriser l'inflammation et aussi l'hypothermie. C'est pour ça que les patients souffrant du SHC soulagent leurs symptômes avec des bains chauds ou des longues douches brûlantes. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour se soigner? Voilà la question qui fâche les lobbies du cannabis. À part stopper complètement le cannabis, il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour guérir du SHC. Les douches chaudes et l'hydratation soulagent simplement les symptômes. Les antalgiques de palier 3 ont une faible efficacité. Je rappelle qu'il s'agit de morphine. On ne parle pas d'un petit Doliprane ici. Les benzodiazépines peuvent apaiser, mais je vous invite à lire attentivement la liste des effets secondaires. Le but du podcast d'aujourd'hui, c'est de mettre de la lumière sur ce qu'est vraiment le cannabis. Une drogue hautement toxique. Plus j'étudie le sujet, moins je suis patient envers les culottés qui décrivent la weed comme une plante inoffensive. Combien d'études faudra-t-il mener? Combien de scientifiques devront prendre la parole? Combien de victimes de violences ou de maladies avant que les gens comprennent et admettent que le cannabis ne vaut pas mieux que l'alcool, la cocaïne ou l'héroïne? Il s'agit d'une plante qui peut vous rendre psychotique ou bousiller votre système digestif. Pourquoi se laisse-t-on leurrer par son joli teint vert et son odeur enivrante? Vous connaissez forcément un adolescent qui a changé depuis qu'il en consomme. Un couple qui ne part jamais en vacances et qui se dispute constamment à cause du cannabis. Un type bien qui a terminé en prison pour une histoire de grammes. Réveillez-vous avant que l'opinion publique ne légalise ce putain de poison qui contaminera vos enfants, vos amis et peut-être vous-même. Dans cette première partie, je vous racontais l'histoire de Monsieur N, 29 ans. La fin de cette histoire est libre d'interprétation. N a pu continuer à fumer jusqu'à ce qu'une mort douloureuse s'ensuive, ou a pu arrêter et par exemple utiliser l'argent épargné pour voyager. Dans la deuxième partie de ce podcast, on verra comment ça peut mal finir. Comme lorsqu'un gamin de 17 ans meurt dans les bras de sa mère, impuissante. Merci les topins, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Alors, profitez-en de ce type de podcast, partagez-les aux personnes qui ont du mal à arrêter le cannabis. Ce genre d'épisode, c'est des cartouches, c'est des arguments contre la weed qu'il faut utiliser sans modération. Vous en avez forcément dans votre entourage qui arrêtent toutes les semaines, qui veulent se débarrasser de la weed et qui n'y arrivent pas.
Et si je peux aider, c'est avec grand plaisir. À bientôt.